Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. L'opposition républicaine a effectivement marché cette semaine comme prévu de Koza à Dixine Terrace. En milliers, les militants et sympathisants de cette opposition ont accompagné leur leader en traversant le rond-point de Bambeto Hamdallah pour chuter à Dixine Terrace. Comme je le disais tout à l'heure, c'est à cet endroit que Cellou Dalein Diallo et ses pairs ont livré leur discours de dénonciation. Le point avec Soare Boubacar. Le cortège du chef de file de l'opposition républicaine et les leaders politiques qui l'accompagnent a quitté Dixine aux environs de 11h15 ce mercredi. Après 3 minutes de route, le cortège trouve un impressionnant dispositif policier au carrefour Bellevue. El Haj Cellou Dalein Diallo marque une courte pause et prend langue avec le directeur national de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité dans une ambiance de convivialité. Sous les applaudissements des militants, le cortège s'ébranle vers Koza, le point de départ. Au fur et à mesure que le groupe avance, la foule s'agrandit. Arrivé à Bambeto, 1 minute de silence a été observée à la mémoire des militants enterrés au cimetière de ce quartier. Occupant les 2 voies de la rue sans incident majeur, Cellou Dalein Diallo ici arrive au terminus pour livrer les messages. À tour de rôle, ces leaders ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme maux du pays. Papa Koli Kourouma lui déclare que plus question d'attendre Alpha Condé pour manifester. Habituellement, quand on dit qu'on marche, quand il n'est pas là, on dit on attend. Il s'est dit, bon, si je pars, je vais attendre. Maintenant, on n'attend pas. Vous avez répondu massivement. Vous avez répondu massivement à l'appel de l'opposition républicaine. Vous avez répondu massivement à l'appel du chef de file de l'opposition. C'est une réponse sanglante à la mauvaise gouvernance de M. le professeur Alpha Condé. Aluseni Makaneraka qui a quant à lui estimé que le choix porté sur l'actuel président constitue une déception. Notre déception aujourd'hui n'a de limite que l'espoir que nous avons eu en fondant notre choix sur le supposé candidat au même propre, professeur Alpha Condé. Quant au chef de file de l'opposition, après avoir égrené une liste d'états du régime, Cellou Dalein Diallo déclare qu'à travers cette mobilisation, le peuple a choisi de prendre ses destinées en main. Nous avons décidé, peuple de Guinée, de prendre désormais notre destin en main et de refuser cette dictature. Oui, le peuple de Guinée a montré aujourd'hui qu'il est attaché à ces revendications qui sont celles liées à l'amélioration des conditions de ses enfants. Personne ne peut dire que l'opposition est isolée. Exprime fidèlement ce que ressent aujourd'hui le peuple de Guinée, et le peuple de Guinée vient de le prouver par rapport à la gouvernance de M. Alpha Condé. Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo a, sous les ovations des militants, pris un engagement solennel de ne plus accepter la fraude électorale. Un mort, un autre dans le coma et une forte présence des mineurs dans le cortège, c'est le premier bilan qu'ont dressé de cette marche les observateurs déployés par les acteurs de la société civile guinéenne. Hormis ces éléments, les acteurs de cette société civile se sont félicités du déroulement de la marche de l'opposition au Marceau. C'est dans le souci de veiller au déroulement de ces mouvements de revendication de l'opposition républicaine qu'une équipe d'observateurs formée en technique de meeting et de marche a été constituée. Déjà dès 7 heures, ces observateurs ont été déployés sur le terrain avant l'entame de la marche. Du carrefour Koza à l'esplanade du stade du 28 septembre en passant par Bambeto, ces témoins ont battu le pavé en compagnie des marcheurs. Des conclusions portent à croire qu'il y a eu des cas d'accident dus à l'imprudence de certains motards. Il y a un incident entre 2 motards au niveau de la zone Yariwada qui a occasionné la blessure de 4 à 5 personnes, dont l'un vient de succomber à ces blessures. Et nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée et que le Seigneur accueille le défunt dans son paradis céleste. Par ailleurs, Gabriel Haba en appelle à la collaboration des agents de sécurité et parents pour éviter dorénavant que les tout-petits assistent à ces marches. Ce que nous voulons recommander aux forces de l'ordre, c'est leur implication dans le but qu'il y ait
d'interaction entre les forces de l'ordre et les organisateurs dans le but de réduire la participation des enfants à ces manifestations et demander aux parents de faire en sorte que quand il y a les marches ou les manifestations, éviter que les enfants soient beaucoup dans les marches parce que c'est très risqué. À travers cette marche, la société civile guinéenne en tant qu'observateur joue le rôle d'interface entre les partis politiques et l'État. Une présence qui pourrait également dissuader les velléités de violence, a déclaré l'un des observateurs. Et consécutivement à cette manifestation de l'opposition républicaine, le grand marché de Madina est resté ce jour sans son ambiance habituelle. Sur place, seuls quelques magasins et boutiques étaient ouverts en plus des étalagistes. Quand ceux qui sont fermés invoquent la peur de l'insécurité, d'autres groupes qui ont ouvert se défendent par la recherche du quotidien pour leur famille. Du marché de Madina, le constat de Diao Bachir. Ce mercredi, dans le plus grand centre de négoce, la plupart des grandes boutiques et magasins sont restés fermés à cause de la journée de manifestation organisée par l'opposition républicaine. Cette physionomie plus ou moins morose du marché Madina s'explique selon Abdoulaye Sissoko, marchand, et Alassane Traoré, magasinier, par la peur. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement. Tous les lieux sont moisis. Regarde, tous les magasins là, c'est fermé. Il n'y a pas de travail. Là, tout le monde est peur. Il y a certains qui ont envie d'ouvrir leur boutique, mais ils ont peur d'ouvrir leur boutique. Or que s'il n'y a pas de mouvement, il y aura pas, on n'a pas gagné notre dépense. Il n'y a rien. Les gens ont eu peur. Quand il y a une manifestation, personne n'ose de venir. Vous voyez. Une atmosphère qui n'empêche pas pourtant Mamadou Saïdou Bari d'étaler ses articles pour, dit-il, subvenir aux besoins quotidiens de sa famille. On a trouvé tous ces magasins fermés. J'ai jugé nécessaire de venir étaler mes articles pour nourrir ma famille. Abdoulaye Sissoko, lui, a saisi l'occasion pour demander aux autorités du pays, particulièrement le chef de l'État, d'avoir un autre regard sur la souffrance de la jeunesse. Le pouvoir en place doit regarder au moins quand même la souffrance des jeunes, la souffrance de son population et de voir comment il va régler ça en tant que responsable d'une nation. D'autres manifestations de l'opposition républicaine sont prévues dans les jours à venir, ce qui risque d'avoir des répercussions sur la vie économique et sociale du pays. Des membres du bureau politique du Parti de l'Espoir pour le développement national étaient aussi face à la presse cette semaine à Conakry. Il était question pour eux de passer en revue la position de leur formation politique face à la situation politique et socio-économique que traverse le pays. Bontrabi Keita, compte rendu. La situation politique, économique et sociale que traverse la Guinée ces dernières années préoccupe les citoyens à tous les niveaux. Cet état de fait ne laisse donc pas indifférent le Parti de l'Espoir pour le développement national, PEDN, chose qui interpelle depuis un certain temps les membres du dit parti. La Guinée, depuis 7 ans, aujourd'hui est plongée dans une crise politique majeure, qui est devenue d'ailleurs une crise cyclique. Une crise totalement structurelle avec un dysfonctionnement total de l'État qui est caractéristique de la crise institutionnelle avec des effets pervers aujourd'hui ou des manifestations sur les dysfonctionnements au niveau de la CENI, de l'Assemblée nationale et même du gouvernement. Et comme vous le savez, cette situation n'est qu'une conséquence du dysfonctionnement global de l'État. Au dire du porte-parole de cette faction politique, presque tous les secteurs de la vie socio-économique et politique du pays connaissent un certain retard, et cela au vu et au su des dirigeants. Vous avez une administration aujourd'hui taillée sur des couleurs de partis politiques. Vous constatez également que depuis la venue d'Alpha Condé au pouvoir, les calendriers électoraux n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, l'opposition républicaine est en totale déconfiture. Et c'est une machine machiavélique mise en place donc par le président de la République. Ce parti de l'opposition qui affiche aujourd'hui encore ses préoccupations face à la situation du pays ne se limite pas qu'à cela. Son porte-parole interpelle également les autres leaders de l'opposition à une constance dans leur vision politique pour le bonheur de tous les Guinéens. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont été opposants pendant des années. Ils sont restés constants. Être opposant n'est pas être ennemi de la République. Être opposant n'est pas être ennemi d'une personne
ou du développement même ou contre le développement de notre pays. Sur la question de l'absence du leader du PEDN, Lansana Kouyaté du pays, les membres restent unanimes que c'est sur instruction du parti et cela pour des raisons favorables même pour l'épanouissement de leur parti politique. Ouverture cette semaine à Conakry d'une formation des enseignants de l'élémentaire. L'initiative vise à renforcer les compétences académiques et pédagogiques des encadreurs. Cette formation concerne plus de 7000 enseignants repartis dans les 33 directions préfectorales de l'éducation et les 5 DCE de la ville de Conakry. Le compte rendu est signé Bah Mahmoud Alpha. Ce sont 7149 enseignants de l'élémentaire qui vont bénéficier pendant ce mois d'août d'un renforcement des capacités en français, mathématiques et pratiques professionnelles. Ces enseignants sont regroupés dans 131 centres à travers les DPE et DCE du pays. Cette session de formation vise à favoriser davantage l'apprentissage des tout-petits. Nous voudrions que les enseignants aient la capacité pour conduire leur classe. Et comme nous nous sommes rendus compte qu'ils ont beaucoup plus de lacunes en langue française et en mathématiques, on a préféré entrer par ça. Et le schéma de la formation que nous donnons à nos enseignants, c'est l'entrée par les exercices. C'est-à-dire que c'est une des formes de la pédagogie active. Pour la qualification du système éducatif guinéen, la formation continue des enseignants s'avère indispensable et la prise de conscience des acteurs évoluant dans ce secteur aussi est nécessaire. C'est pourquoi nous, encadreurs, enseignants que nous sommes, devons nous remettre en cause pour rehausser notre niveau académique, notre niveau professionnel, pour donner quelque chose de réel aux enfants. Nous l'accompagnons pour doter nos enseignants d'une formation de qualité, parce que nous voulons avoir la qualité à la rentrée prochaine. Mais ça peut beaucoup changer parce que ça va considérablement améliorer la pratique professionnelle des enseignants dans leur pratique de classe. Pour être rigoureux dans les évaluations avec les écoliers, le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation estime qu'il faut aussi un enseignement de qualité. C'est pourquoi d'ailleurs Ibrahima Khalil Konaté veut prendre les taureaux par les cornes pour redynamiser l'école guinéenne. Un enfant qui a raté à l'élémentaire est raté pour sa vie. Je dirais que les enseignants qui préparent ces jeunes enfants, qui doivent être des collégiens, qui doivent être des lycéens, qui doivent être des universitaires, doivent être bien formés d'abord pédagogiquement, académiquement et au niveau de l'élémentaire. C'est pour cela qu'on a commencé par le bas et progressivement on viendra au collège et éventuellement au lycée. Le ministre promet que la présente formation sera prochainement élargie aux enseignants des établissements privés. Les femmes à l'honneur cette semaine en Afrique, le continent a célébré la journée dédiée à son sexe féminin, une fête qui coïncide cette année au 55e anniversaire de la création de l'Organisation panafricaine des femmes. La Guinée n'est pas restée en marge de cette célébration. Plusieurs femmes du pays se sont donné rendez-vous au Grand Palais du Peuple pour conférer à cette rencontre tout son éclat. C'était bien entendu devant le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Le compte rendu est signé Sa Alou Yambouno. Des pas de danse des femmes au rythme des sonorités d'un orchestre composé uniquement de femmes pour célébrer une date dédiée aux mères du continent africain. En juillet 1962, des femmes issues de différents États du continent noir se sont unies pour apporter leur contribution au mouvement de libération des pays sous le joug colonial. C'est ainsi est née l'Organisation panafricaine des femmes. Cette journée du 31 juillet reste donc symbolique pour nombreuses femmes guinéennes. Cette journée interpelle les femmes. Elle interpelle les femmes pour dire qu'elles ne doivent pas s'asseoir, attendre qu'on leur dise de faire quelque chose. Celles qui ont créé l'Organisation panafricaine de la femme n'ont pas demandé l'autorisation de quelqu'un. Elles ont analysé la situation des pays tels qu'ils existaient à cette époque. C'était juste après l'indépendance d'une partie du continent, mais il y avait encore plusieurs pays qui étaient sous joug colonial. Aujourd'hui, l'Organisation panafricaine des femmes a 55 ans. C'est l'âge de la maturité et donc bien indiqué pour relever les nouveaux défis auxquels l'institution fait face. En devenant une agence spécialisée, elle est appelée à être plus opérationnelle. Concrètement,
l'agence spécialisée devra monter des programmes et des projets dans des domaines qui sont ces domaines de priorité, faire de la planification, faire de la projection, n'est-ce pas, faire des études, n'est-ce pas, prospectives pour savoir où nous allons. Défis au nombre desquels le président de la République, en même temps président en exercice de l'Union africaine, ajoute. Le premier, c'est le mariage précoce des jeunes filles. C'est pourquoi nous avons chargé le président Jean-Luc Bungé de ce dossier afin que nous puissions mettre fin au mariage précoce des jeunes filles. Le deuxième problème auquel les femmes africaines sont confrontées spécifiquement, c'est l'excision. Et je pense que dans ces deux domaines, la Guinée a encore beaucoup de pas à franchir. Pour la ministre de l'Action sociale Sanaba Kaba, l'atteinte des objectifs, notamment la lutte contre l'excision et le mariage précoce, nécessite impérativement le concours de toutes les femmes. Les questions de mutilation génitale féminine, le mariage précoce, le président en fait un slogan, mais le combat nous revient, nous les femmes. Je sais compter sur votre entière disponibilité, votre engagement d'accompagner mon département afin d'aboutir à des résultats élogieux. À l'agenda 2063, le continent africain veut bâtir ses nations autour des femmes émancipées et autonomes, à l'abri de toute violence. Le chemin aux yeux des observateurs reste certes long, mais l'espoir est tout de même permis. Du 21 au 31 juillet 2017 se sont déroulés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 8e Jeux de la francophonie. Plus de 40 000 athlètes venus des 53 pays francophones se sont donc affrontés dans toutes les disciplines. Au retour, la délégation guinéenne a procédé cette semaine à la présentation du bilan de sa participation à ces Jeux et également les 12 véhicules de service offerts au département par le gouvernement. Le compte rendu est signé Moussa Sefa Kamara. Un bilan mitigé aux yeux de certains observateurs, mais qualifié d'avantages positifs pour les responsables du département et le chef de la délégation guinéenne. Certes que les irrégularités il y en a, notamment l'élimination du Sili Cadet au profit de la Côte d'Ivoire et plusieurs autres disqualifications des athlètes guinéens dans plusieurs disciplines. Parlant de la gestion des 96 000 $ décaissés pour les 92 membres qui composaient la délégation guinéenne, le directeur national des sports donne ici les détails. Quand vous êtes inscrit au jeu, vous payez 2 000 €. Et 2 000 € représentent les frais d'inscription. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les cotisations proportionnelles. Les cotisations proportionnelles, je vais vous lire. Selon les règles des jeux, les 10 premiers participants seront invités par le CIGF et le CNJF. CIGF, c'est le Comité international des jeux. Le CNJF, c'est le Comité national des jeux de la francophonie. Et le CNJF est, à compter du 11e participant, une cotisation proportionnelle de 400 € par participant. Les 80 personnes déclarées au niveau du village des Jeux, seulement 10 étaient à la charge des organisateurs. Les 70 autres membres, la charge est revenue à l'État guinéen, 400 € par participant. La Sinekaba Keita revient sur cette autre dépense. 76 personnes multipliées par 500 $. 38 000 $. Mais les 16 personnes à 932 $, on a dit on paye 900 $. Vous multipliez 900 $ par 16 personnes, je pense que ça donne 14 400. À sécuriser les bagages, 62 bagages que nous avons sécurisés pour un montant total de 127 100 francs CFA. La Guinée revient à la maison avec ses 2 premières médailles de bronze des Jeux de la francophonie. La cérémonie a pris fin par la remise des clés des 12 véhicules de service au personnel du département de la culture des sports et du patrimoine historique. Rendez-vous dans 4 ans pour le Canada au compte des 9e Jeux des pays francophones. Les institutions de défense des droits humains, toujours préoccupées par la tenue du procès concernant le dossier du 28 septembre 2009. En séjour en Guinée, le responsable du Bureau d'Afrique de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme a exprimé la volonté de la FIDH de voir se tenir un procès équitable dans cette affaire. À travers cette mission, Florent Gel apporte également la solidarité de la communauté internationale qui s'est engagé à lutter contre l'impunité. Omar Sow.
Cette mission de la FIDH était présente en Guinée pour plaider pour la clôture de l'instruction judiciaire concernant le procès du 28 septembre 2009 et la tenue d'un procès rapide. En tant que porte-voix des victimes, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme dit accompagner sur le terrain les victimes devant les juges d'instruction. Selon Florent Gel, du début de cette procédure judiciaire à nos jours, plus de 180 victimes ont témoigné dans cette affaire. Au terme des résultats d'une enquête, des éléments d'analyse judiciaire et juridique ont été apportés. Un travail qui porte à croire que le procès peut se tenir dans le pays. Et nous sommes venus non seulement porter la parole des victimes que nous représentons dans ce procès, mais également dire notre espoir, notre conviction, notre exigence que ce procès puisse se tenir et la possibilité qu'il se tienne, car nous avons cette conviction que ce procès peut se tenir en Guinée. Pour le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que le procès du 28 septembre se tienne. Khalifa Gassama Diaby a sollicité un accompagnement des institutions de défense des droits de l'homme pour que ce procès puisse répondre aux standards internationaux en matière de procès équitable. Tous les soutiens nécessaires, on en appelle à nos partenaires pour qu'ils puissent accompagner la justice guinéenne, pour qu'elle puisse faire honneur à la Guinée, mais aussi qu'elle puisse bien entendu rendre justice aux victimes de ces horribles crimes, comme vous le savez, qui se sont déroulés le 28 septembre dans notre pays, il y a de cela bientôt 10 ans. Pour l'heure, l'attention de la communauté internationale et celle de l'Afrique reste portée sur le pays pour le procès du 28 septembre. Une occasion pour la Guinée de témoigner que sur le continent, les auteurs de crimes graves peuvent être jugés dans leur propre pays. Restons avec Omar Sow pour parler cette fois-ci du dossier lié à l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Le procès est encore loin de voir son épilogue. Un des accusés, Amadou Sow, qui a comparu cette semaine, mit en bloc toutes les accusations portées contre sa personne. Le procès est renvoyé pour le 11 septembre prochain et la demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense a simplement été rejetée. Des deux côtés, les avocats gardent espoir quant à la manifestation de la vérité. Omar Sow. Cette deuxième audience a duré 1h30 d'horloge. Au nombre de 5 accusés, 2 ont comparu devant le tribunal et les 3 autres en cavale selon la justice. Ces mis en cause sont accusés d'assassinat, de tentative d'assassinat, de coups de blessures volontaires et de complicité à indiquer l'acte d'accusation dans l'affaire du journaliste Mohamed Koula Diallo. Pour cette première audience donc, c'est Amadou Sow, un des agents de la garde rapprochée du chef de file de l'opposition, qui a été auditionné. Au terme de l'audience, les faits étant niés par le mis en cause, l'un des avocats de la partie civile en la personne de maître Emmanuel Bamba entend confronter des éléments pour prouver la culpabilité des acteurs cités dans cette affaire. Nous avons des éléments que nous allons confronter lors des débats pendant nos plaidoiries. Et vous constaterez que le rejet donc des accusations par l'un des accusés n'est que vraiment une plaisanterie. Donc ça ne nous dit pas. Du côté de la défense, l'espoir de voir triompher la vérité plane toujours, même si l'un des avocats, notamment Maître Salifou Beavogui, qualifie ce procès de politico-judiciaire. Par ailleurs, il soutient que ce dossier est un montage dans le seul but de mettre des innocents en prison. Nous nous sommes déployés à l'enquête préliminaire au cabinet d'instruction devant la chambre d'accusation pour démontrer que nos clients sont innocents. Mais hélas, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que nous avons un dossier politico-judiciaire. Après 18 mois de détention prolongée, sans renouvellement par ailleurs du mandat à notre avis, nos clients devaient être libérés aujourd'hui pour la suite de la procédure. Très malheureusement, ils ont continué à rester en prison. Le mois d'août, c'est la période des vacances judiciaires en Guinée. Le dossier est donc renvoyé au 11 septembre prochain pour la suite des débats. La journée de concertation des médias privés s'est tenue cette semaine à Conakry. Membres du syndicat, patrons de médias et journalistes ont échangé autour des propositions des hommes de médias pour une meilleure élaboration du projet de convention collective. Cette rencontre vient en perfectionnement du travail déjà effectué par le syndicat. Saloum Kondé.
Initialement prévue à 10 h, cette journée de concertation des hommes des médias a tardivement démarré ce mardi à la Maison de la Presse suite à une faible mobilisation des journalistes comme à la conférence préparatoire de cette journée. La convention collective que le syndicat de la presse privée propose comporte plus de 60 articles et prend en compte tous les paramètres entre employés et employeurs. Elle sera minutieusement vérifiée article par article pour l'adapter aux réalités du pays. Pour le moment, nous sommes en consultation entre journalistes, entre gens des médias, entre gens de la presse. C'est ce texte-là que nous allons proposer. Ce n'est qu'une proposition. Mais comme on le dit bien, une convention nécessite, si vous voulez, l'adhésion de toutes les parties, notamment de la partie patronale, mais aussi de l'État. Le représentant des patrons de presse à cette rencontre, au nom de ses pairs, Aboubakar Kamara s'est dit disposé à adopter cette convention, qui, selon lui, doit faire l'objet d'un consensus, et d'ajouter que les risques de perte d'emploi peuvent aussi arriver lors de son application. Si toutefois elle est adoptée, parce que si nous signons la convention collective avec les syndicats sous l'arbitrage de l'inspection générale du travail, ça veut dire que nous sommes tenus obligés de respecter les contenus qui s'y trouvent. Et cela va sans dire, et plusieurs journalistes, plusieurs travailleurs de médias seront obligés de perdre le boulot. Des menaces qui ne laissent pas indifférent le ministre du Travail qui recommande aux patrons des médias de se référer au patronat qui existe pour éviter des erreurs. Je demanderai au patronat, pour éviter de sombrer dans l'erreur ou de faire des erreurs techniques même, de vous approcher également des patronats qui existent, de l'expertise qui existe. Nous ne posons pas la question de savoir est-ce que ça va entraîner des licenciements ou pas. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Un travailleur doit être protégé sur son lieu de travail. Et si ça doit correspondre à des licenciements, demain, ça voudra dire qu'à la place de ces licenciements, on aura des emplois décents. Au secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée de dire que cette convention permet de répondre à un certain nombre de préoccupations. Disposer d'une convention collective, c'est prévenir les conflits. Disposer d'une convention collective, c'est assurer la paix sociale. Disposer d'une convention collective, c'est consolider le partenariat en vue de permettre à la presse privée de mieux jouer son rôle citoyen dans tous les domaines de la vie économique et sociale de notre pays. Pour certains participants, cette convention pourrait être la solution des difficultés auxquelles les journalistes font face. Présent à cette rencontre, le ministre conseiller personnel du chef de l'État s'est félicité de l'initiative et pour Thibou Kamara, elle peut être un axe préparatoire de la journée nationale de la presse prévue par le président Alpha Condé. On écoute Thibou Kamara au micro de Saloum Condé. Donc je pense que c'est un combat interne, il est vrai, puisqu'il s'agit de vous organiser, mais c'est également un combat qui nous intéresse en tant que pouvoir public, car une presse organisée est une presse responsable qui devient un partenaire crédible avec lequel on peut discuter et avancer sur le chemin commun parsemé d'embûches qui est celui de la conquête infinie de la liberté. Donc la liberté que nous avons est celle que nous défendons ensemble. C'est pourquoi, mieux vaut tard que jamais, le président de la République revient à ses origines, qui est une relation privilégiée avec la presse, et pour marquer le coup, il a décidé de nous dédier une journée. Et je crois que l'idée d'une convention collective serait la bienvenue dans les discussions que nous allons avoir, et ce sera sans doute une des conséquences heureuses de ces journées de concertation nationale. Il n'y a pas de presse privée, il n'y a pas de presse publique. Nous avons une presse nationale. Nous avons des journalistes engagés pour leur pays qui partagent le même idéal de liberté, mais la liberté ne veut pas s'exercer dans la précarité, comme elle s'accompagne toujours d'une bonne part de responsabilité. Et je pense que l'idée de convention collective est une réponse appropriée à ces préoccupations que vous exprimez et que nous partageons avec vous. Page noire pour terminer cette rétrospective de la semaine. Ibrahima Béavogui repose désormais à jamais au cimetière Cameroun dans la commune de Dixine. Décédé le vendredi dernier, l'ancien directeur de la communication du ministère de la Justice a reçu cette semaine un dernier hommage des parents, amis et collaborateurs. Bontorabi Keita et Moussa Sefa Kamara y étaient. Suivez leur compte rendu.
C'est au milieu d'une foule inconsolable, des êtres qui l'ont connu, chéri et côtoyé, auxquels il va manquer, que les déclarations sur la loyauté et la simplicité de l'homme vis-à-vis de ses semblables ont été prononcées. Ibrahima Beavogui quitte sa famille, collègues, amis et enfants. Un homme de droit qu'il fut, mais aussi un père exemplaire. Notre père a été un père qui a aimé encourager ses enfants à faire le bien, suivre le bon chemin. Notre père a été un père modeste, gentil envers ses enfants. Il a consacré sa vie à préparer notre avenir et nous a accordé la liberté. Il a été un père qui écoute ses enfants, serviable, social. Notre père a fait son devoir avec entière satisfaction. Un homme généreux et juste, Ibrahima Beavogui l'a aussi été. Dans tous les milieux, il parlait du droit. De droite à gauche, en tout endroit, partout c'était le droit. L'homme avait une haute idée de la liberté des hommes, de sa liberté aussi, de la liberté tout court. Au-delà de sa profession de juriste, il partageait aussi son savoir avec les apprenants dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. D'où le témoignage de l'ancien Premier ministre. La dernière leçon qu'il nous a laissée, c'est la leçon de la gratitude. J'ai demandé une fois à Ibrahima, j'ai dit comment tu arrives à concilier ces devoirs d'enseignant, de porte-parole, de praticien du droit. Il m'a dit, grand frère, la seule façon que j'ai pour payer ma dette vis-à-vis de mon pays, c'est l'enseignement. Ibrahima Beavogui s'en va en laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.